La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Vers une mise en œuvre efficace de l'accord sur la facilitation des échanges commerciaux au Togo. Des professionnels sont en formation à Takpami sur les techniques d'élaboration de projets liés à cet accord. À découvrir dans cette édition. Et puis les responsables en charge de la santé dans notre pays ont fait le point sur la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Lassa. C'était ce mardi lors d'un point de presse. Voilà pour les titres. Et nous débutons ce journal par cette rencontre sur la facilitation des échanges. Une idée du ministère en charge du commerce pour permettre aux acteurs impliqués d'être outillés sur les techniques de projet cadrant avec les mesures de la catégorie C de l'accord sur la facilitation au Togo. Un exercice qui cadre avec le projet d'appui à la compétitivité des services logistiques pour le commerce. Depuis Atakpamé, les précisions de Silver Abdou. L'accord sur la facilitation des échanges entrepris par les pays membres de l'OMC, dont le Togo a été conclu en 2013 et mis en vigueur le 22 février 2017. Cet accord est un engagement qui appelle les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce à œuvrer pour la simplification, la modernisation et l'harmonisation des systèmes commerciaux, favorisant ainsi la liberté de transit, l'accroissement des flux de commerce destinés à lever les barrières pour faciliter davantage les échanges. Pour la mise en œuvre effective des mesures issues de cet accord, le Togo doit se conformer à certaines dispositions, notamment l'élaboration des projets liés à la facilitation des échanges. C'est dans cette dynamique que se tient cette rencontre d'échange dans la perspective d'orienter les acteurs sur les stratégies et les techniques d'élaboration, non seulement pour permettre au Togo d'être en phase avec cette nouvelle donne, mais aussi de bénéficier de l'assistance technique et financière. L'une des dispositions de cet accord, en l'occurrence l'article 16, fait obligation aux États membres de fournir les renseignements sur l'assistance technique dont ils ont besoin pour mettre en œuvre les mesures de la catégorie C. C'est dans cette optique que nous avons organisé cet atelier pour passer en revue les mesures de la catégorie C et voir les projets qu'on peut élaborer et solliciter l'assistance technique pour nous aider à mettre en œuvre ces mesures de la catégorie C. Outre ces dispositions, bien d'autres avantages. Tout ce qui constitue un obstacle, des entraves au commerce doit être levé pour que le commerce soit fluide, que les opérateurs économiques ne rencontrent pas trop de difficultés dans l'exercice de leurs activités. Cet accord prévoit aussi les mesures devant permettre d'assurer une coopération effective entre les pays en ce qui concerne le respect des procédures douanières. À cela s'ajoute la facilitation des échanges pour les opérateurs économiques ainsi que la gestion des risques pour améliorer davantage les relations commerciales. L'année 2019 s'annonce propice pour les investissements au Togo. Les indicateurs en matière d'amélioration du climat des affaires sont au vert. Les projets prioritaires enregistrés pour la réalisation du plan national de développement PND 2018-2022 créent de l'attraction. Le Togo comme destination d'investissement, c'est un dossier qui retrace ce soir les potentialités devenues des opportunités et surtout le cadre favorable aux investissements. Et ce dossier est réalisé par Augustin Kossi. Togo, nouvel appétit des investisseurs en 2019. Intéressé par beaucoup de pays, l'année 2019 va marquer pour le pays un début d'une transformation économique.
Le PND, Plan national de développement 2018-2022, devra atteindre une vitesse de croisière avec l'amélioration du climat des affaires et l'émergence de nouveaux secteurs porteurs de croissance. Le PND table sur plus d'1 million d'emplois directs et indirects à l'horizon 2022 et le Togo se positionne aujourd'hui comme un des meilleurs réformateurs au monde en matière d'amélioration du climat des affaires. Des résultats à capitaliser donc en 2019. La cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires va accentuer ses activités pour que les différents projets soient exécutés dans les normes requises. Le projet d'agropole de Kara en phase préparatoire qui a déjà obtenu des accords de financement avec la BAD et la BOAD est chiffré autour de 60 milliards de francs CFA devrait achever cette phase courant 2019. Le projet de développement de la plaine de Djaglé en phase d'exécution arrivera à terme avec la réalisation des infrastructures socio-économiques de base. De même, le projet Muscaco relatif à la santé maternelle et néonatale financé par l'Agence française de développement sera aussi opérationnel. Pour le projet d'identification biométrique des populations, les études étant achevées, le choix du prestataire ainsi que la stratégie définie, tout sera mis en œuvre. Les travaux de réalisation du parc logistique et multiservice qui a pour vocation de désengorger le port autonome de Lomé et renforcer ses capacités logistiques vont aussi démarrer. L'année 2019 rythmera ainsi avec les projets phares du PND. En référence à l'axe 1 qui est la mise en place d'un hub logistique d'excellence, on envisage des projets tels que le développement de la compagnie aérienne Askai et le projet de construction d'un centre de conférence. Les projets concernant la desserte des pays de l'Iterland, mais aussi le corridor Est-Ouest et la construction d'un port sec, par exemple à Saint-Cassé, évolueront positivement. Pour ce qui est de l'axe 2, qui est le développement de la transformation agricole et d'industrie manufacturière et extractive, l'accent sera mis notamment sur le projet de construction et de gestion d'un parc industriel à Adétikopé. Les projets dans le secteur agricole et le développement de la filière manioc. Dans l'axe 3, l'électricité et le projet d'électrification biométrique devraient entrer dans leur phase opérationnelle. La construction des IFAD, Institut de formation pour l'agrodéveloppement, permettra de renforcer l'employabilité des jeunes et accélérer l'ouverture des 2 IFAD déjà lancés. Grâce au Business Forum en Chine l'an dernier, le Togo a gagné en visibilité et a suscité l'intérêt des compagnies rencontrées. Ces investisseurs savent désormais positionner le Togo sur la carte de leur future destination. De plus, l'accord signé entre Togo Invest et China Merchant Group en vue d'entamer les études pour une zone économique spéciale est en voie d'opérationnalisation. Le Togo s'est également vu confirmer son adhésion à la Banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures. Un forum des affaires Togo-UE est annoncé pour le 2e trimestre de l'année 2019. Le PND sera également l'objet d'attraction des investisseurs du vieux continent. Ce sera un espace pour le Togo de faire connaître les avancées en matière du climat des affaires et proposer les projets phares. Les investisseurs devront regarder prioritairement des projets à maturité comme le MIFA, le projet CISO ou les projets tels que le dédoublement de la route nationale numéro 1, le port sec de Saint-Cassé ou encore la plateforme multiservice. C'est dire le Togo comme destination d'investissement en 2019, ce n'est pas impossible. Et puis le Togo dispose depuis juin dernier d'un nouveau code général des impôts et du livre des procédures fiscales. Ce nouveau code adopté vient corriger les insuffisances de celui de 1983 afin de l'arrimer aux règlements juridiques communautaires et internationaux. Dans le cadre et dans le dossier qui va suivre, nous allons découvrir ensemble les grands axes de ce nouveau code et les innovations qui sont introduites pour permettre aux opérateurs économiques de mieux développer leurs affaires. Et le dossier est signé Luc Assis. Parmi les grands chantiers engagés par l'Office togolais des recettes OTR pour mieux atteindre ses objectifs en termes de mobilisation des recettes fiscales et douanières figure en bonne place l'adaptation du dispositif légal et opérationnel au nouvel environnement économique national et mondial. C'est dans ce contexte qu'un nouveau Code général des impôts et livre de procédure fiscale a été adopté en remplacement de celui de 1983 pour enrayer les contraintes
contraintes techniques et des coûts administratifs pour l'office qu'engendrait l'ancien. Ainsi, la structure du système fiscal s'est vue rationalisée avec la fusion ou la suppression de certains impôts. La taxe professionnelle unique TPU est réduite de 8,5% à 8% pour les prestataires de services et de 2,5% à 2% pour les commerçants. Aussi peut-on noter la suppression des taxes sur les salaires et les véhicules de société, entre autres. Aujourd'hui, le Code général des impôts est un code qui gère l'assiette et le recouvrement. Pour ce qui concerne les procédures, nous avons été obligés de les transcrire dans le livre de procédures fiscales pour permettre que ce soit lisible aussi bien pour les agents de l'Office togolais des recettes et les opérateurs économiques qui sont nos partenaires. Par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée, il y a des améliorations qui ont été faites pour tenir compte des dispositions au niveau du mois qui consacre le taux unique de 18%. Le monde actuel évolue vers les caisses enregistreuses pour faciliter le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc le Code général des impôts a consacré l'utilisation des caisses enregistreuses. Nous avons aussi consacré le télépaiement. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la télédéclaration. Il faut que le télépaiement soit de mise aussi au niveau de notre pays. Et puis plus loin, il faut ajouter que au niveau de l'Office togolais des recettes, avec le concours de la cellule climat des affaires, du ministre des Finances, du ministre en charge de l'agriculture, du ministre en charge de l'urbanisme, il a été mis en place un guichet unique de titres fonciers. Lorsque ce guichet unique sera opérationnel, dorénavant, le deuxième tampon au niveau de l'agro et le deuxième tampon au niveau de l'urbanisme, ces deux tampons seront supprimés et cela, c'est un gage de célérité en ce qui concerne la création des titres fonciers. Pour ce qui concerne la mutation totale, en ce qui concerne les transferts de propriété, nous sommes à environ 10 jours. Lorsque vous acquérez un immeuble qui est immatriculé, que vous voulez transférer le titre en votre nom, ça ne marque que 35 000 francs CFA et vous avez votre titre foncier. Est aussi intégré à ce nouveau Code général des impôts et livre de procédure fiscale la modernisation des règles de l'assiette fiscale par l'introduction des bonnes pratiques, l'accompagnement des PME-PMI à travers la mise en place d'un régime fiscal incitatif pour les investissements de ces PME-PMI. Ce régime est réservé aux contribuables qui ne sont pas éligibles au Code des investissements. Il est à signaler également dans ce nouveau code des mesures visant l'élargissement de l'assiette fiscale pour assurer un financement conséquent tant du budget de l'État que des collectivités. À cela s'ajoute la prise en compte de la problématique de l'amélioration du climat des affaires par la facilitation des procédures fiscales. Dans le nouveau Code général des impôts, il a été consacré la suppression de toute disposition fiscale qui générait la création des entreprises, notamment la suppression des droits d'enregistrement à la création des sociétés et les droits d'enregistrement à l'augmentation de capital par incorporation de réserves. Il faut ajouter que par rapport au transfert de propriété, avant, lorsque un jeune veut créer une entreprise et qu'il acquiert un immeuble, il doit venir, lorsqu'il va venir faire les mutations totales, il devait payer le droit d'enregistrement autour de 4% sur la valeur vénale. Aujourd'hui, il paye 35 francs CFA seulement forfaitairement, qui comprend à la fois les droits d'enregistrement et les droits de timbre. Il y a aussi des dispositions qui regardent les PME-PMI. Le Code général des impôts a tenu compte de l'investissement des PME-PMI parce que ces PME-PMI avaient été oubliés dans le Code des investissements qui sont en vigueur. Dans le Code général des impôts aujourd'hui, il est attendu que lorsqu'une PME-PMI investit, elle peut bénéficier d'une réduction de base imposable de 3/4 de son impôt. Pour ce qui concerne les sociétés elles-mêmes, le gouvernement est en train de faire des efforts pour aller tout doucement vers le plancher du taux d'IS qui est égal à 25% au niveau de l'UEMOA. Aujourd'hui, au lieu de 28%,
nous sommes à 27%. Ce nouveau Code général des impôts et livre de procédure fiscale vient donc répondre à la problématique de l'amélioration du climat des affaires, de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il favorise donc une distinction entre les règles d'assiette et de procédure, une aubaine pour les opérateurs économiques de mieux développer leurs affaires. Je vous le disais également en titre, le ministre de la Santé et de la Protection sociale a tenu en fin de matinée à son cabinet une conférence de presse sur la maladie à virus Lassa. Devant les hommes de médias, professeur Moustapha Mijiawa a fait le point sur l'état des lieux de cette maladie dans notre pays depuis son apparition en début d'année dans le district sanitaire de Dofelgou. Occasion pour lui d'inviter également les journalistes à relayer l'information auprès des populations en insistant sur les mesures préventives. Le reportage est signé Marie-Reine Abeta et Tchazenam Baga. Cette sortie médiatique du ministre de la Santé fait suite à 2 cas enregistrés de la fièvre hémorragique à virus Lassa au Togo depuis le début de l'année. Si le cas apparu dans le district de Dofelgou est confirmé, celui suspecté à Kaoudjo, même s'il paraît probable, ne l'est pas faute d'examen à cause de l'inhumation immédiate de la défunte. Devant la menace que représentaient les 2 cas, le ministère de la Santé a pris des mesures urgentes, puis activé des mécanismes de prévention afin d'éviter la propagation de cette maladie virale très contagieuse. Le point de l'ensemble des dispositions prises est fait ici aux hommes et femmes des médias. Depuis quelques années, nous avons eu à enregistrer quelques cas et à chaque fois nous avons eu des cas qui ne sont pas ce qu'on peut appeler des cas autochtones, c'est-à-dire que nous avons des pays voisins où sévit la maladie de façon endémique, et compte tenu du fait que nous avons des compatriotes qui vivent dans ces pays-là, de temps en temps, ces compatriotes, quand ils viennent avec la maladie. Le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le seul cas, encore une fois confirmé depuis quelques semaines au Togo, et nous l'avons déclaré d'emblée au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, et ça a été porté au niveau de la direction régionale, c'est-à-dire direction Afrique. Et c'est ce qui fait que l'équipe du ministère de la Santé qui a quitté Lomé pour aller appuyer l'équipe locale, elle a été en même temps accompagnée par un expert de l'OMS. En dehors des dispositions qui sont déjà prises, on est en train de renforcer toutes les dispositions, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, aussi bien par les ressources endogènes que par l'appui de nos partenaires. Depuis la confirmation du premier cas le 4 janvier 2019, puis de l'annonce du deuxième cas le 11 janvier, l'Organisation mondiale de la santé OMS s'est portée aux côtés du gouvernement togolais à travers un appui conseil soutenu, l'élaboration d'un plan de riposte et divers appuis logistiques. Elle rassure de sa disponibilité à poursuivre cet accompagnement. Nous avons été très réconfortés que l'épidémie soit immédiatement déclarée. Parce que ce qui n'est pas très facile souvent. On a donc une déclaration immédiate et nous sommes en train de mettre en place avec tous les partenaires autour du ministère de la Santé, autour du gouvernement, les mesures pour compléter les actions du gouvernement. Et nous pouvons aussi féliciter ces actions du gouvernement qui sont déjà mises en place. Nous sommes là en appui au lieu d'être à la place. Et ce qui est très encourageant. Quant à l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes sûrs que nous allons apporter tout ce qu'il faut pour que le pays n'ait pas une invasion massive de cas. Il ressort des échanges avec la presse que l'ensemble des personnes en contact avec les 2 cas de fièvre hémorragique à virus Lassa, soit environ 70 personnes, sont mises en quarantaine sous surveillance médicale stricte. Des mesures sont prises aux postes frontières pour détecter très tôt d'éventuels cas à l'entrée du territoire national. Les journalistes sont invités à contribuer à la sensibilisation des populations en ce qui concerne les mesures préventives. Et comme vous venez de l'entendre, les journalistes ont été invités à contribuer à la sensibilisation des populations en ce qui concerne les mesures préventives. Et justement, dans le dossier qui va suivre, nous allons découvrir ou redécouvrir l'ensemble des dispositions à prendre pour éviter d'être atteint par cette maladie
très contagieuse. Mais avant, il faudra d'abord connaître le mal, la fièvre hémorragique à virus Lassa. Comment se présente-t-elle et quelles sont ses manifestations? Voyons tout cela avec Chazana Baga. La fièvre hémorragique à virus Lassa est une tueuse impitoyable dont le nom en dit long sur sa nature et son mode opératoire. C'est une maladie virale hémorragique qui est transmise par les rongeurs et particulièrement les rats. Donc là, ces manifestations qui sont très multiples, mais le signe majeur c'est l'hémorragie. Et donc la fièvre, l'hémorragie et avec d'autres signes. Voilà, une fois que la maladie est suspectée, il faut tout de suite faire appel au service de santé, il ne faut plus toucher le malade et il faut essayer de prendre les dispositions nécessaires pour que la personne soit prise en charge immédiatement par les services de santé. Le réservoir naturel du virus Lassa, le voici. Le rat à mamelles multiples. C'est un porteur sain qui peut transmettre le virus aux autres rongeurs, rats, souris, agoutis et à l'homme. Cette transmission peut se faire de manière directe d'un sujet malade à un sujet bien portant par contact avec les liquides biologiques, sang, vomissures, sel et urine. Elle peut survenir également de manière indirecte par contact avec les excréments des rongeurs. Voilà pourquoi ces mesures sont préconisées pour éviter toute contamination. Au niveau du système de santé, c'est la surveillance épidémiologique, qui est une mesure préventive qui permet de détecter rapidement tout cas et tout cas suspect. Donc là, avec un bon système de surveillance épidémiologique sensible, ça permet de prévenir rapidement la survenue de toute fièvre et de tout cas. Donc, et de tout de suite les récupérer. Au niveau collectif, c'est vraiment la communication et la surveillance, c'est-à-dire la prise en charge, l'utilisation de mesures, l'hygiène aussi bien de l'environnement alimentaire et individuel. C'est-à-dire que c'est de l'hygiène, c'est-à-dire qu'on protège les aliments, qu'on essaie de nettoyer notre environnement, qu'on se rassure qu'on n'a pas de rats tout autour de rongeurs en général. Et ensuite, il faut vraiment protéger les aliments. Il faut se protéger en utilisant réellement les mesures d'hygiène habituelles. Premièrement, le lavage des mains au savon. Et ensuite, l'utilisation du chlore pour désinfecter tous les endroits qui sont susceptibles d'être contaminés par les rats. Et troisièmement, il faut lutter contre ces rats. En un ou plusieurs de ces signes, fièvre, maux de tête, fatigue, vomissement ou nausées, diarrhée, douleur abdominale et ou saignement inexpliqué, il est conseillé d'aller rapidement dans une structure sanitaire se faire consulter. Il est aussi indiqué d'alerter les services médicaux lorsqu'un voisin ou un proche présente ces symptômes. Car aussi effroyable qu'elle soit, la fièvre hémorragique à virus Lassa est guérissable. Plus tôt le malade est pris en charge, plus il a des chances de guérison. Dans le but de renforcer les capacités des experts nationaux sur le montage des projets pour l'accès au fonds climat et le fonds d'adaptation, la CEDEAO a organisé une formation à l'endroit des experts nationaux depuis ce matin à Lomé. L'objectif est de pouvoir mettre sur pied des projets éligibles et adaptés aux nouvelles exigences. Des précisions avec Mary Agbo et Ramdan Bassina. En 2015, la CEDEAO a initié plusieurs programmes sur les procédures d'accès au fonds vert climat et le fonds d'adaptation. Ces fonds n'étant plus suffisants, il devient impérieux d'explorer de nouvelles approches pour appuyer les pays dans la recherche de solutions durables face au changement climatique. La formation des experts nationaux sur la formulation des projets climat. Des projets répondant aux critères du fonds vert et du fonds d'adaptation, mais surtout des projets axés sur la faible émission de gaz à effet de serre. Pour la mobilisation des ressources, il faut pour chaque pays développer des projets. Les 15 pays de la CEDEAO ont pratiquement les mêmes problèmes. Donc c'est pourquoi nous avons décidé, avec nos partenaires, avec la coopération suédoise, d'appuyer les 15 pays, afin que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir dans chaque pays des experts qui puissent réellement être capables d'initier des projets et d'accompagner l'autorité nationale désignée dans le développement de projets. Il se trouve que le Togo est le premier pays dans lequel nous commençons ce processus. Le Togo n'est pas épargné par les conséquences des changements climatiques.
Conscient de la situation, le pays s'emploie à avoir accès à des fonds, mais certains projets restent à soumettre. Cette formation est donc la bienvenue pour renforcer les capacités des experts du Togo sur la formulation des projets bancables. Il appartient, par rapport à la complexité maintenant, de savoir comment s'organiser pour que ça puisse être des réponses holistiques au niveau national, pour qu'on puisse répondre, avoir des mesures plus adéquates, plus idoines aux différentes préoccupations de nos populations en matière de changement climatique. Atténuation, adaptation, transfert de technologie et renforcement des capacités, des axes sur lesquels des financements qui seront obtenus vont porter. Cette formation est soutenue par la CEDEAO et le Fonds suisse. L'actualité ce mardi, c'est également l'acquittement par la Cour pénale internationale, ce mardi donc, de Laurent Gbagbo, ancien chef d'État ivoirien, et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Ulrich Amega, Dodoari. De crimes contre l'humanité a été acquitté ce mardi. Le juge a ordonné sa libération immédiate. Le peuple ivoirien, celui qui soutient le président Laurent Gbagbo, est dans le vrai depuis le début. Ce qui est important, c'est l'avenir. Nous voulons maintenant bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire pour le rassemblement des Ivoiriens. Dans la foule, une déçue. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme n'imagine pas une Côte d'Ivoire unifiée, après ce qu'elle estime être une grande injustice. Nos pensées vont aux victimes qui actuellement n'ont pas obtenu justice. Des victimes qui finalement font face au fait qu'elles n'auront ni compensation ni réparation des crimes commis contre elles. Si Laurent Gbagbo et son homme de main Charles Blé Goudé ont été acquittés, c'est que l'accusation n'a pas apporté assez de preuves selon la CPI. Les avocats des deux hommes s'en félicitent. La décision d'acquittement rendue aujourd'hui par les juges est de notre point de vue une victoire de la justice, une victoire de la Cour pénale internationale. Les juges ont fait preuve de professionnalisme et d'indépendance. Reste encore un dernier épisode. Demain sera rendue la décision définitive, car le procureur peut encore faire appel de la libération immédiate, mais aussi de l'acquittement. Libération immédiate ou différée, les partisans de Laurent Gbagbo attendent son retour au pays avec une immense impatience. Un reportage donc de nos confrères de TV5 Monde. Et au Kenya, dans la capitale Nairobi, un complexe hôtelier de luxe a été pris pour cible d'une attaque ce mardi. Une attaque revendiquée par les islamistes Shebab. Bilan, 5 morts. Scène de panique dans ce complexe hôtelier de Nairobi. Des dizaines d'employés, de clients sont évacués sous escorte militaire. Une attaque terroriste vient d'avoir lieu à l'intérieur du bâtiment. Il y a des gens qui sont cachés dans les toilettes, dans les magasins. Certains sont sous leur bureau. Il y a encore beaucoup de monde à l'intérieur. Depuis le début de l'après-midi, plusieurs membres d'un groupe islamiste somalien lié à Al-Qaïda sont retranchés dans cet hôtel de luxe. Alors que les militaires se déploient, des coups de feu retentissent. La situation est confuse. Chaque pièce, chaque étage est fouillé. Les employés contrôlés. La police kenyane évoque ce soir une attaque coordonnée par un commando dont un des membres se serait fait exploser. Un témoin affirme les avoir aperçus. J'ai vu 3 hommes avec des t-shirts kaki, des pantalons kaki. Ils portaient des munitions et beaucoup de balles. Il y a quelques minutes, la police kenyane a annoncé avoir sécurisé 6 des 7 étages de l'hôtel, mais la situation n'est toujours pas sous contrôle. L'attaque a fait plusieurs morts.
Retour en page nationale avec Miss Togo 2018 qui est à Bafilo. La reine de la beauté élue en août 2018 est originaire de cette ville. Elle y est allée à l'occasion de la fête traditionnelle des populations d'Assoli, Kamaka, et elle a profité pour lancer son projet social qui consiste à recenser les femmes victimes de la fistule obstétricale et leur apporter les soins adéquats. Depuis Bafilo, la correspondance de Nestor Monzon. C'est au son de Fouissi que la Miss Togo a été accueillie à l'entrée de la concession familiale à Bafilo dans le quartier Wawandé. La chance a été de son côté lors du concours qui a fait d'elle la reine de la beauté togolaise édition 2018. Elle est de retour au Bercail pour partager sa joie avec les siens. Au-delà de ceci, elle est arrivée à Bafilo dans l'exécution de son mandat. Chaque Miss Togo, au cours de son mandat, met en œuvre un projet social. Ishabatu Nyongbo Choro a choisi d'apporter un appui aux femmes victimes de la fistule obstétricale, une maladie considérée comme honteuse du fait de l'odeur nauséabonde qu'elle provoque et qui amène les victimes à ne pas se montrer en public. La Miss Togo a procédé au lancement de son projet social avec à ses côtés le préfet d'Assoli. On va essayer de répertorier un certain nombre de femmes qui souffrent de cette maladie dans chaque région. Et après, on va intervenir. Les soins seront à la charge du comité national Miss Togo. Depuis que je suis élue, disons que j'ai mené beaucoup d'actions. J'ai effectué des voyages et j'ai continué le projet de la Miss précédente qui a pour vecteur la réinsertion des prisonniers et la préservation de l'environnement. Donc j'ai eu à aller à Théviers pour faire un état des lieux des prisonniers qui sont là-bas pour essayer de leur demander ce dont ils ont besoin. Et j'ai également fait un tour à la prison civile de Lomé, d'où j'ai donné quelques vivres et puis quelques vêtements aux prisonniers. Les femmes de Bafilo sont émerveillées par le projet et elles témoignent leur gratitude à la Miss Togo pour être venues les remercier après son élection. Nous sommes très contents de l'arrivée de la Miss. Nous sommes très fiers à Bafilo que la Miss soit originaire d'ici. Elle a porté haut le nom de notre milieu. Nous aussi, nous prions pour que Dieu exauce ses vœux. Elle nous a parlé de son projet concernant les femmes qui souffrent de la fistule obstétricale. Nous la remercions beaucoup et espérons que ce projet atteigne les objectifs qui lui sont assignés. Toute la cérémonie de lancement du projet social de la Miss Togo s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Et c'est sur cette bonne nouvelle apportée aux femmes de Bafilo que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.